Et si Vampigamy n'était pas juste un épisode d'Halloween plein de vampires et de faux sang, mais le moment où tout bascule à la fois pour Jules Rose et pour le plan de Lila, au point de frôler la révélation de l'identité de Lady Burke sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors installe-toi bien, parce que cet épisode est beaucoup plus dangereux qu'il en a l'air, autant sur le plan émotionnel que stratégique. Et tu vas voir qu'il y a zéro trahison amoureuse, mais un énorme travail sur la jalousie, la peur d'être abandonnée, et une Lila plus intelligente et plus flippante que Gabrielle ne l'a jamais été. On commence avec un détail qui a fait très mal à une partie du fandom, mais qui en réalité enrichit énormément le personnage de Rose. On confirme enfin que sa maladie, déjà mentionnée en saison 4, a des conséquences visibles, elle est chauve à cause des traitements, elle porte une perruque, et la série choisit de le montrer sans la ridiculiser, sans en faire un gag, mais en la mettant dans un moment tendre avec Julka, qui est là, posée, calme, prête à l'aider à choisir sa lasse, à la décorer, à lui redonner confiance. C'est important, parce que tout l'épisode va tourner autour de ce duo, de la manière dont elles se soutiennent, mais aussi des failles qui se cachent derrière ce soutien. Pendant ce temps, Marinette vit son meilleur début de couple façon comédie romantique extrême. Elle débarque à la villa à Grèce à 5 h du matin, tellement accro à Adrien qu'elle ne peut plus passer une heure sans le voir, pour le plus grand désespoir de Nathalie qui doit se lever aux aurores pour surveiller ses deux tourtereaux. C'est drôle, mais derrière la blague, la série montre que Marinette est en train de se perdre un peu dans cette lune de miel permanente. Puis arrive l'élément déclencheur, une lettre venue de la campagne, envoyée par les grands-parents d'Adrien, avec 2 billets pour le 50e anniversaire d'un spectacle musical d'horreur sur les vampires. Un show culte, interactif, où le public joue un rôle, et surtout le lieu de leur premier baiser. Pour Adrien, c'est la romance parfaite. Pour Marinette, qui déteste les films d'horreur, c'est une épouvante très réelle. Mais au lieu d'être honnête, elle décide de se forcer, persuadée que si elle n'a pas les mêmes goûts que lui, elle risque de le perdre. C'est exactement le cœur de son arc dans cet épisode. Confondre l'amour avec le fait de tout partager, tout supporter, tout accepter. Alia essaie de la recadrer, lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle, qu'elle n'est pas obligée d'être une version Adrien compatible en permanence, mais Marinette refuse d'entendre, et va même jusqu'à annoncer devant tout le monde qu'elle ira voir le spectacle. Alors que Rose, elle, avoue qu'elle aurait adoré y aller avec Julka, mais que les places ont disparu en quelques secondes. C'est là que Vampigamy bascule en format musical, avec une séquence chantée entraînante qui introduit Prem, ce garçon solaire, passionné, capable de transformer la cafétéria en scène de comédie musicale. Il partage avec Rose son amour pour le film, lui montre ses origamis, et leur complicité est tellement naturelle qu'elle déclenche immédiatement la jalousie silencieuse de Julka. Là où Julka est discrète, introvertie, peu démonstrative, Prem est l'inverse total, expansif, tactile, chaleureux, il place tout le monde sur un piédestal affectif en mode princesse, prince, amour, mais sans forcément le sens romantique derrière. C'est ici que les bullies flairent une opportunité. Ils voient cette petite fissure dans le couple Jules Rose et décident de l'agrandir. Ils humilient Prem, piétinent ses origamis, insinuent qu'il est amoureux de Rose, mais lui répond avec une maturité désarmante. Il aime Rose comme une amie, point. Il ne se laisse pas atteindre, il reste droit dans ses bottes. Et c'est précisément ce calme-là qui rend Nelson et sa bande encore plus dangereux. Ils comprennent que ce n'est pas en attaquant Prem directement qu'ils vont casser quelque chose, mais en s'insérant dans la situation depuis l'ombre. Ils vont donc acheter 2 nouveaux billets avec l'argent de Ray, les offrir à Prem sous couvert de réparation et le pousser à inviter Rose à sa place. Évidemment, il le fait, parce que pour lui, c'est un geste d'amitié. Rose accepte, parce qu'elle adore ce film et ne voit pas encore le piège. Et Julka, elle, se crispe, mais sourit, dit que tout va bien, propose même de rester en arrière pour maquiller tout le groupe, jouer la bonne copine, la bonne petite amie, celle qui ne fait pas de vagues. C'est important de le dire clairement. Il n'y a pas de trahison dans Jules Rose. Il n'y a pas de tromperie, pas de double jeu, pas d'ambiguïté réelle du côté de Rose ou de Prem. Tout l'enjeu, c'est la manière dont Julka interprète la situation avec son bagage émotionnel, en se sentant inférieur, remplaçable, moins bien que quelqu'un comme Prem. Et là, la série fait quelque chose de très malin. Elle relie cette jalousie à quelque chose de plus ancien, de plus profond. De retour chez elle, seule, Julka appelle Lucas. Elle lui demande pourquoi il est parti, pourquoi il l'a abandonné pour aller vivre de l'autre côté de l'océan, au Brésil, avec, officiellement, une petite amie là-bas. Même si on sait que ce prétexte est bancal, Julka le vit comme un schéma. Les gens qu'elle aime finissent par partir, par trouver mieux, par la laisser derrière. Quand Lucas lui rappelle qu'elle a encore Rose, elle lâche la phrase clé. Et si un jour Rose me laisse, elle aussi, pour quelqu'un de mieux.
À cet instant précis, tu comprends que sa jalousie n'est pas du tout contre Rose, ni même contre Prem, mais contre cette peur qui lui broie le ventre, cette anxiété qui lui hurle qu'elle n'est jamais assez. Ewar, son Kwame, qui devrait être une voix de sagesse, la pousse plutôt dans la direction du combat frontal, de la réaction brute, sans forcément l'aider à apaiser cette peur. Pendant que tout ça se joue, Lila, elle, est déjà sur place, tapie dans l'ombre du cinéma, avec une nouveauté glaçante. Elle se balade avec un Akima déjà chargé, dans une petite boîte, prête à l'emploi. Elle n'a même plus besoin de préparer une attaque depuis sa base, elle se déplace avec ses munitions. Et surtout, elle semble capable de parler à la victime sans transformation visible, simplement en se cachant dans la foule, camouflée sous son identité civile ou sous une de ses fausses identités. On la voit repérer Prem au moment exact où il culpabilise d'avoir créé ce malaise entre Rose et Julka. Il devient une cible parfaite. Au lieu d'attaquer Marinette, elle s'en sert pour créer un chaos émotionnel qui, indirectement, force Marinette à se compromettre. L'acclimatisation de Vampigami est presque douce au départ. Prem résiste, refuse, répète qu'il a déjà fait assez de dégâts, mais Lila, sur son masque de chrysalis, appuie exactement où ça fait mal, lui promet que le spectacle viendra jusqu'à celles qui n'ont pas pu y assister. Et il cède, parce qu'au fond, son désir est sincère. Il veut juste que tout le monde profite. C'est justement ce qui rend ce vilain si tragique, et si parfait pour le plan de Lila. Pendant ce temps, Marinette est à 2 doigts de commettre l'erreur fatale. Elle se réfugie dans les toilettes pour se transformer, comme d'habitude, mais cette fois, une caméra est braquée sur elle. C'est Tiki qui la sauve littéralement d'un game over total en repérant l'objectif et en lui intimant de ne plus prononcer un mot. Il faut faire semblant d'avoir peur, laisser Chanois intervenir en premier, évacuer les civils et trouver un autre endroit pour se transformer. On apprend alors une info capitale. Les Kwami ne peuvent pas être filmés par la technologie humaine, mais les humains, eux, oui. Si Marinette s'était transformée là, sous l'œil de la caméra, Chrysalis aurait eu ce qu'elle cherche depuis le début. Une preuve irréfutable, enregistrée, que Marinette Dupancheng est Ladybug. Le plan de Lila dans cet épisode ne vise même pas à gagner contre les héros, mais à les pousser dans une position où ils se trahiraient eux-mêmes. Le reste de la bataille est un spectacle brillant, très musical, avec un Vampigami qui multiplie les vampires en lançant des origamis, une armée synchronisée comme un numéro de danse, Chat Noir qui sert d'appât, Pigela et Purple Tigresse qui rejoignent le combat, et un clin d'œil évident à des vilains comme Reflecta qui se reproduisaient par contact. Mais ce qui compte le plus, ce sont les détails en arrière-plan. Chrysalis qui se font parmi les sbires, prête à lancer un anti-Akuma au mauvais moment, Purple Tigresse qui l'en empêche, Ladybug qui, une fois la poussière retombée, met enfin des mots sur ce que nous, spectateurs, avions déjà compris. Le nouveau papillon ne cherche pas leur miraculo. Elle veut connaître leur visage. Elle veut savoir qui ils sont quand ils rangent leurs costumes. Elle veut détruire leur vie avant même de les battre. La résolution émotionnelle, ensuite, est tout aussi importante que la victoire super-héroïque. Prem s'excuse auprès de Julka, lui tend son ticket, lui rappelle qu'il n'a jamais voulu s'interposer entre elle et Rose. Et Julka finit par mettre des mots sur ce qu'elle ressent vraiment. Elle n'est pas en colère contre Rose, ni contre lui, elle est en colère contre elle-même, contre cette peur qui l'a prise au piège. Rose, avec une douceur incroyable, lui explique qu'elles n'ont pas besoin de tout faire ensemble, d'aimer les mêmes choses, d'être identiques pour s'aimer. Et ce miroir est tendu directement à Marinette, qui décide enfin de lâcher prise et de donner son propre billet, acceptant qu'elle n'a pas besoin de tout partager avec Adrien pour être sa petite amie. Et pourtant, la série ne nous laisse pas partir tranquille. La scène post-générique nous montre l'espionne qui suivait Marinette, reconnaissant sa voix, rapportant à Tomo par téléphone depuis une voiture de luxe chirurgie. Lila sent qu'il y manque encore un détail, que quelque chose lui échappe, et Tomo, sceptique, lui conseille de ne pas se focaliser uniquement sur Marinette, mais d'explorer d'autres pistes, d'autres identités, d'autres héros. Ce qui explique pourquoi, dans la suite de la saison, elle commence à tester les limites des autres porteurs, pas seulement celles de Ladybug. Vampigami n'est donc pas un simple épisode d'Halloween tardif. C'est un chapitre charnière qui met à nu l'insécurité de Julka, renforce l'amour de Gilles Rose, pose Marinette devant sa peur de ne pas être assez, et surtout dévoile la vraie stratégie de Lila. Espionnage, manipulation des émotions, utilisation furtive du miraculo de la papillon et presque révélation de l'identité de Ladybug. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu étais team traumatisé par la caméra dans les toilettes ou team crise de larmes devant la confession de Julka? Et surtout, est-ce que tu penses que Lila finira par obtenir la preuve qu'elle cherche ou que Ladybug va réussir à la devancer une dernière fois avant que tout le monde ne découvre qui elle est vraiment?